Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire de Grâce à Voix sur l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à nouveau Pascal Alberola de la direction juridique et en spécial guest star invité Florence Lamin, son acolyte, auquel nous sommes dès à présent et depuis quelque temps habitués. Le sujet qu'il sera traité aujourd'hui, c'est comment gérer la mise en conformité de vos régimes en cas de fusion et acquisition. Alors ça paraît être un sujet un peu abscon et compliqué. En revanche, c'est vrai que quand on regarde dans le détail la réalité de la vie de nos entreprises, on sait que ce genre de sujet peut arriver assez rapidement. Du coup, Pascal Alberola, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va traiter le sort du régime de frais de santé et de prévoyance au moment d'une fusion-acquisition. Lorsque les entreprises font ce genre d'opération, les conséquences sur le régime de protection sociale complémentaire sont souvent traitées en dernier lieu. Or, leurs méconnaissances peuvent avoir des impacts importants, donc il est important de savoir comment on va harmoniser ou comment on va régler le régime de protection sociale en cas de fusion-acquisition. Alors, pour démarrer, et pour se mettre savoir dans quel cadre on réfléchit, on va traiter aujourd'hui que les cas qui sont propres à l'article L 1224-1 du Code du travail, c'est-à-dire lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. Tous les contrats de travail en cours au jour de la modification sont transférés auprès du nouvel employeur. Alors c'est quand une entreprise absorbe une activité d'une autre entreprise ou absorbe une entreprise en entier. Donc il peut se trouver que l'entreprise absorbante ait un régime de protection sociale, tant en frais de santé qu'en prévoyance. Il peut également se trouver que l'entreprise absorbée ou l'activité absorbée ait également son propre régime. On a plusieurs scénarios qui vont se croiser. L'entreprise A a quelque chose, l'entreprise B n'a rien, ou l'inverse. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment on va traiter les salariés et comment on va traiter les régimes selon le scénario. Donc l'idée en fait c'est qu'effectivement on va regarder les scénarios les uns derrière les autres. Est-ce qu'il y a, première question avant de démarrer, est-ce qu'il y a d'autres cas qui peuvent être concernés en dehors de l'article 1224-1 ? Alors, il y a d'autres cas mais on ne va pas les traiter là. Parce que d'abord, nous ne sommes pas des spécialistes des fusions-acquisitions. Notre métier, c'est l'assurance. Donc, on essaie simplement de trouver des solutions pour les régimes de protection sociale. On ne peut pas brosser tous les cas de fusion qui existent ou de transfert d'entreprise. Cependant, il y a un autre cas qui me vient à l'esprit qu'on ne va pas traiter, mais dont on peut parler maintenant, comme ça on n'en parlera plus. C'est lorsqu'une entreprise entière est achetée et quand on prend possession d'une entreprise, plutôt il y a une majorité d'actions. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste en droit des sociétés, donc là je pense que mon vocabulaire va le faire sentir, mais je pense que l'idée est passée, on comprend ce que je veux dire. Dans ces cas-là, il n'y a pas on n'est pas dans ce cadre-là. Dans ces cas-là, quand on a un changement de majorité dans une entreprise, il ne se passe rien, c'est simplement... Effectivement, il faut en fait, l'article 1224-1 du Code du travail, il intervient vraiment et il y a vocation à s'appliquer quand il y a vraiment une modification de la situation juridique de l'employeur. Donc dans le cas de figure qui était exprimé par Pascal, effectivement, en fait, c'est une société dans sa globalité rachetée par une autre mais n'est pas modifiée derrière, mais il n'y a pas de modification de la situation juridique de l'employeur, donc il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1224-1 du Code du travail. J'attire votre attention il faut faire très attention, l'article 1224-1 il s'applique dans un cadre très particulier et les règles qu'on va expliquer derrière sont dans ce cadre-là. Si vous n'êtes pas dans le cadre de l'article 1224-1 du Code du travail, c'est un autre corps de règles qu'il convient de retenir. Il faut bien faire attention dans quel cadre on se trouve. Donc là, cet après-midi, on va surtout regarder ce cas général, qui est un peu générique, qui est le 1224-1. Exactement. Alors si on regarde les différentes situations que vous avez essayé de peindre, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est l'ancien employeur, le nouvel employeur, quelles étaient les situations des uns et des autres. Là, le premier, c'est il n'y a aucun régime, ni chez l'un, ni chez l'autre. Oui, alors on va utiliser toujours les mêmes termes, comme ça on se comprendra selon les scénarios. On dira que l'entreprise absorbante, c'est l'entreprise A, et l'entreprise absorbée, c'est l'entreprise B. Donc quand on a chez A comme chez B rien du tout, qu'on n'a pas de régime, eh bien, il n'y a pas de sujet, il ne se passe rien, évidemment. Et c'est le cas assez rare et qui se présentera de moins en moins
surtout à l'horizon 2016, puisqu'il y aura, comme chacun le sait, depuis la loi de sécurisation de l'emploi, des frais de santé pour tous dans les entreprises. Donc à partir du 1er janvier 2016, tout le monde aura théoriquement au moins un régime de frais de santé. Bon, là on a le cas bateau, où il n'y a rien, donc effectivement en ce cas-là, ça c'est pas de sujet. Donc passons au scénario 2. Oui. Là, il y avait un régime chez l'ancien employeur, mais il n'y en a pas chez le nouveau. Voilà, alors l'entreprise absorbante A n'a pas de régime, et l'entreprise absorbée, ou l'activité absorbée, a un régime. Là, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir je vais traiter différemment mes salariés selon qui sont issus de l'entreprise B ou qui sont issus de l'entreprise A? Alors, de manière générale, quand on est face à une problématique de traitement de régime après une fusion ou une acquisition et dans le cadre des règles de 1224-1, première question qu'on doit se poser, c'est donc quel est l'état des régimes dans chacune des sociétés? Qu'est-ce que j'ai chez A? Qu'est-ce que j'ai chez B? Première question. Une fois que je me suis posé cette question, la deuxième, c'est comment ont été mis en place les régimes chez A comme chez B? Dans le scénario qui nous intéresse, qui est le deuxième scénario, il n'y a que l'entreprise B qui a un régime. Donc, je dois me poser cette question, comment ce régime a été mis en place? Comme vous le savez, les régimes de protection sociale complémentaire qui bénéficient des avantages fiscaux et sociaux, selon l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, doivent être mis en place suivant un module, soit un accord collectif, soit un référendum, soit une décision unilatérale de l'employeur. Donc ce sera un de ces trois actes qui va déterminer comment est mis en place le régime. Je fais un petit rappel, en protection sociale complémentaire, on a deux corpus logiques sur lesquels on doit toujours se poser. C'est le corpus assurantiel et le corpus social. Sur le plan assurantiel, l'entreprise fait un contrat avec l'assureur au bénéfice du salarié. On a un rapport triangulaire. Et sur le plan social, l'entreprise, via le chef d'entreprise en général, s'engage socialement auprès des salariés pour notamment mettre en place une couverture santé. C'est pour ça qu'on parle parfois de contrat et parfois d'acte. Le contrat, c'est le rapport assurantiel entre l'employeur et l'assureur. Et l'acte de mise en place, c'est le document qui démontre qu'il y a vraiment eu un engagement social entre l'employeur et ses salariés. Et cet engagement social doit se formuler soit par un accord d'entreprise avec des partenaires sociaux, une négociation, soit par un référendum, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et nous, chez Grâce Savoir, on a toujours déconseillé la mise en place par référendum, parce que le corpus de règles n'est pas édicté. C'est un principe qui est posé, mais on ne sait pas comment organiser un référendum de manière claire. Alors là, soit par DU. Dans le cas qui nous intéresse, il y a deux possibilités en fait. Soit l'ancien employeur avait mis, ou l'activité qui est absorbée, avait mis en place par convention ou accord collectif. Voilà, soit par décision unilatérale ou référendum. Voilà, parce qu'on va les traiter de la même manière, la DU et le référendum. Alors, si on a un régime qui est mis en place par accord collectif, au moment de la fusion ou de l'absorption, les effets de ce régime se maintiennent, mais l'acte est automatiquement dénoncé. Alors, uniquement auprès des... Enfin, l'acte est automatiquement dénoncé, effectivement. Là, dans notre cas de figure, c'est la société absorbée qui va se voir dénoncer son acte, et donc, effectivement, lui, il va complètement cesser d'exister. En fait, là, il n'y a pas de process particulier à respecter. L'acte se dénonce automatiquement du fait de la cession. Il n'a rien à faire. Exactement. Non. Alors après, on est dans un autre cas, si on cède une partie de son activité, ou on cède un marché, dans ces cas-là, l'accord collectif, il va juste être dénoncé à l'égard des salariés qui sont transférés. Donc il continuera à perdurer dans la société B, d'accord, qui continue d'exister à côté, mais qui a cédé une partie d'activité. Alors question, à ce stade, je suis en absorption d'une activité, comme tu viens de le présenter. Ça signifie que moi, DRH absorbant, il faut que je fasse quelque chose? Non. Dans tous les cas, il n'y a rien à faire. L'accord collectif, il se dénonce automatiquement, soit à l'égard de l'entité entière, si l'entité elle est entièrement absorbée par la société A, ou auprès des salariés qui sont transférés dans le cadre d'un transfert d'activité. Donc première situation, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est il n'y a rien à faire. Ou accord collectif. Oui, il n'y a rien à faire, mais parce qu'on n'a pas terminé la phrase. On a dit l'accord se dénonce automatiquement, pour autant il ne meurt pas automatiquement. Il se dénonce automatiquement, mais la loi prévoit une double période, une période de négociation de 3 mois pendant lequel l'accord, certes, a été a été remis en cause automatiquement, mais il se poursuit pendant ces 3 mois parce que ça doit permettre aux partenaires sociaux transférés
de renégocier, de discuter, d'observer la situation telle qu'elle est dans l'entreprise qui les a absorbés. Et ensuite, il y a une période dite de survie qui dure 12 mois. C'est le fameux 3 plus 12, on entend souvent parler, on parle toujours du 3 plus 12, mais en général, on confond et on l'applique à tous les cas, même au cas des DU. Or, ce 3 plus 12, il n'existe que pour les accords. Donc, quand l'entreprise B avait un régime, et que ce régime avait été mis en place par accord, au moment de l'absorption de l'entreprise B, comme l'a dit très justement Florence, si l'entreprise est entièrement absorbée, c'est tout l'accord qui est dénoncé automatiquement, mais il va survivre pendant 3 plus 12 mois. Pendant les 3 premiers mois, on ne pourra que négocier, on ne pourra pas le changer, et au bout de 3 mois, on pourra éventuellement faire un accord de substitution, et si on ne fait rien, il y a une survie pendant 12 mois. Ça fait 3 plus 12. Et si c'est qu'une partie de l'entreprise qui avait été absorbée, si on avait pris qu'une activité de l'entreprise B, évidemment, l'accord lui-même n'est pas dénoncé, il va continuer d'exister dans l'entreprise à qui on a piqué l'activité, entre guillemets. En revanche, les salariés transférés, comme une bulle artificielle qui sont intégrés dans l'entreprise A, pour eux, il y a une dénonciation automatique et le départ de ce double compte à rebours de 3 mois d'abord et de 12 mois ensuite. C'est une durée qu'on peut réduire? Non. Les 3 mois, on ne peut pas réduire. C'est une durée, alors le délai de 3 mois, on se posait la question, est-ce qu'un préavis peut être un peu plus court? Il me semble que non, c'est très compliqué de le réduire puisque ce sont des durées en fait. Alors peut-être que le préavis peut être réduit à 2 mois, il me semble, mais je ne suis pas sûre à 100% si c'est accepté par la jurisprudence. Parce que ce délai de 15 mois, on va dire, il est assez entériné dans le Code du travail et on va dire qu'il est plutôt considéré comme étant incompressible. D'accord. Il faut bien comprendre que les 3 premiers mois, c'est un délai de négociation. Ensuite, vous avez 12 mois pour renégocier. Donc à l'intérieur de ces 12 mois, ça peut durer moins longtemps par contre. Si vous avez réussi à renégocier au bout de 3 plus 6, au bout du 9e mois, donc il y aura quelque chose d'autre. En revanche, pendant 12 mois, vous pouvez faire une proposition. Voilà, c'est un délai en fait qui vous est accordé, comme dans le cadre d'un accord collectif, on vous accorde un délai long de négociation, voire vous pouvez même avoir à réorganiser des élections, puisque un transfert d'activité peut susciter l'organisation de nouvelles élections professionnelles, ainsi que la désignation de nouveaux partenaires sociaux. Donc c'est pour ça que le délai est aussi long, c'est pour vraiment laisser le temps de réorganiser, de retrouver des partenaires sociaux qui sont aptes, donc ici ce sont principalement des délégués syndicaux, qui sont aptes en fait à signer un accord collectif qui va se substituer à celui qui a précédé en fait, et par contre il est important de négocier des accords de substitution. Si je ne veux rien faire, alors c'est... Il faut comprendre je laisse passer le délai. Oui. Alors avant là, il faut comprendre qu'on se trouve dans une situation particulière, c'est qu'on a des salariés absorbés qui auront donc un régime qui se maintient, quand bien même il a été dénoncé, comme je viens de le dire, et qui va finir par mourir. Cependant, pendant 15 mois maximum, il va se maintenir. Donc on va avoir des salariés couverts, et de l'autre côté, les salariés d'entreprise absorbantes qui ne sont pas couverts. Oui. On a donc à l'intérieur d'une même société des salariés qui sont traités différemment. Et on va par exemple avoir des cadres issus de A qui n'ont pas de protection, et des cadres issus de B qui ont une protection. Or, si vous suivez la protection sociale complémentaire depuis quelque temps, vous savez que depuis le décret du 9 janvier 2012, il y a des catégories objectives qui sont possibles, mais tous les salariés doivent être traités de la même manière. Tous les cadres doivent avoir la même couverture, par exemple. Or là, on va bien avoir des cadres qui vont être traités différemment. Bien, c'est autorisé, parce que c'est une spécificité qui est due à la fusion-acquisition. Dans ce cadre très précis, on a le droit de traiter différemment les salariés qui sont absorbés, parce que justement, ils peuvent avoir leur propre historique, mais pendant un temps spécifique. En l'occurrence, en la matière, puisqu'on est dans un accord collectif pendant 3 plus 12 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'issue de ce délai? C'est la question que vous posiez, Bertrand. Eh bien, à l'issue de ce délai, normalement, et là, c'est ce que disait Florence, on doit faire un accord de substitution impérativement. Alors, le Code du travail, en fait, il n'envisage pas le cas de figure où on n'arrive pas à négocier d'accord de substitution, en fait, en tant que tel. Dans l'esprit du législateur, on arrive forcément à cet accord de substitution. Alors, même si on sait bien qu'en pratique, ça n'est pas toujours le cas. Et la jurisprudence, elle a apporté une solution à ce cas de figure, en indiquant que si on n'arrivait pas à signer d'accord de substitution, il y avait ce qu'on appelle un maintien des avantages individuels acquis. Alors là, très grosse problématique, et qu'est-ce qu'un avantage individuel acquis? C'est une définition jurisprudentielle qui est très vague, très large, et la jurisprudence, en fait, elle vient qualifier au coup par coup, en fait, à chaque fois qu'elle a une affaire sur la question, elle vient en fait dire ça c'est un avantage individuel acquis, ça ne l'est pas. Et c'est très compliqué en fait de qualifier. Est-ce que par exemple ici, dans le cadre qu'on connaît, est-ce que
la participation de l'employeur, les prestations qui sont perçues dans le cadre du régime. Est-ce que c'est des avantages individuels acquis ou pas? À ce jour, en jurisprudence, on n'a pas de réponse particulière. Donc, si possible, et vraiment, on encourage vivement les entreprises impérativement, vraiment, il faut signer un accord de substitution pour éviter cet écueil. Donc, pour clôturer cette situation et faire le point, concrètement, je suis DRH, j'absorbe une entreprise où il y avait un régime constitué par accord collectif. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il n'y a rien à faire au niveau de la dénonciation. La seule chose, c'est de prendre connaissance de l'accord antérieur et ensuite d'entamer une négociation avec ces nouveaux partenaires, avec les partenaires sociaux en place, voire ces nouveaux partenaires sociaux dans le délai de 15 mois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites ce type d'opération, vous devez vous poser immédiatement la première question. Qu'est-ce que j'ai comme régime? Qu'a comme régime l'entreprise que j'absorbe? Et une fois que vous vous êtes posé cette question, vous devez vous demander comment ont été mis en place ces régimes. Donc là, en l'occurrence, ta question Bertrand, j'absorbe une entreprise, qu'est-ce que je fais? Si je me demande si elle a un régime, je constate que oui, alors que j'en ai pas. Et là, je regarde comment a été mis en place ce régime. Et si je constate que c'est un régime qui a été mis en place par accord collectif, comme l'a dit Florence, je n'ai pas d'acte de dénonciation à faire, car l'acte de dénonciation est automatique, il est prévu par la loi, en cas de fusion-absorption, par l'article 1224-1 et les suivants. Et de ce fait, ce que je dois prévoir, c'est en revanche comment je vais harmoniser ma situation et comment je vais agir une fois que le délai sera passé. Il faut que je prévoie le futur et donc je ne peux faire qu'un accord de substitution. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordonnancement des ordres juridiques et par des actes juridiques et cet ordonnancement indique que l'accord collectif est tout en haut. On ne peut donc modifier un accord collectif ou substituer un droit qui est issu d'un accord collectif que par un autre accord collectif. Je ne peux pas le faire par DU, par exemple. En revanche, si j'avais une DU étant tout en bas dans l'ordre des actes juridiques, je peux le modifier soit par un référendum, soit par un accord, soit par une autre DU. Mais là, on est dans le cas où le régime a été mis en place par accord, je ne peux donc faire qu'un autre accord de substitution. Alors, sinon, je me retrouve dans une situation désagréable qu'on ne sait pas gérer. Qu'est-ce que je fais au bout des 15 mois? Théoriquement, les droits tombent. Il n'y a plus le droit social d'avoir une couverture tombe. Donc l'employeur n'est plus tenu d'avoir un contrat en face de cette obligation. En revanche, il y a cette problématique jurisprudentielle de maintien des avantages individuels acquis qu'on ne sait pas gérer parce que c'est assez mal défini, c'est défini par la jurisprudence, c'est un droit en cours, ça peut être tout simplement le fait qu'il y avait une cotisation qui était versée et que cette cotisation doit être transformée en salaire, l'équivalent, on ne sait pas trop. Enfin bref, c'est pas une situation agréable pour l'employeur, donc du coup, il faut nécessairement prévoir un accord de substitution. Et en cas de catastrophe atomique, si on n'est pas capable de faire un accord de substitution, dans le pire des cas, mieux on fera alors une DU. Il faut savoir que c'est pas ce qu'il faut faire. Ça, juridiquement, c'est pas bon, mais c'est mieux que de ne rien faire, parce que pourquoi en cas de contrôle URSSAF, le contrôleur URSSAF va vous demander, si vous avez un régime qui tourne, va vous demander un acte de mise en place pour justifier vos exonérations de charges, et si vous n'avez rien, vous êtes dans une situation catastrophique. Si vous avez quelque chose, vous bénéficierez des avantages fiscaux et sociaux, c'est sur le plan du droit du travail que vous ne serez pas carré. Mais en revanche, le contrôleur URSSAF, il n'est pas là pour contrôler le droit du travail, il est là pour contrôler les exonérations de charges sociales. Ça ne va pas vous permettre de vous en sortir, mais c'est une moins mauvaise solution. Alors, le deuxième cas, c'est le régime d'une entreprise absorbée ou de l'activité absorbée avait été mis en place par DU, décision unilatérale, ou par référendum. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors déjà, s'il a été mis en place par référendum, c'est qu'il est mal conseillé, parce qu'il ne faut pas mettre en place un régime par référendum, mais ça peut arriver, et ça arrive. Et s'il a été mis en place par DU, la solution sera la même. À la grande différence de l'accord collectif, où on l'a dit, il y a dénonciation automatique. Au moment de la fusion-absorption, le régime de l'entreprise absorbée avait été mis en place par DU ou référendum, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de dénonciation automatique. Le transfert se fait automatiquement des obligations sociales vers le nouvel employeur et ad vitam aeternam. Donc là, on se retrouve dans une situation pas très agréable non plus, parce que on a, rappelons-nous, les salariés d'entreprise A n'ont rien, et les salariés d'entreprise B, eux, ont quelque chose. Et en plus, ils ont quelque chose pour un temps infini. Mais c'est uniquement ces salariés transférés. Tout salarié qui sera plus tard embauché par l'entreprise A n'aura pas de couverture non plus. C'est uniquement le petit groupe de salariés transférés qui a une couverture. Cette couverture se poursuit indéfiniment. C'est une situation qui est, même si elle est possible sur le plan des exonérations de charges, puisque la circulaire d'interprétation du 25 septembre 2013, merci Florence, le permet. Même si c'est possible, c'est pas une situation que nous
ce qu'on appelle communément les groupes fermés. On conseille à nos clients. On vous déconseille cela, en fait, non pas d'un point de vue URSSAF, puisque c'est accepté par les URSSAF, hein, et dans le cadre d'une décision unilatérale ou d'un référendum, il y a l'usage, en fait, c'est un usage, si vous voulez, il va perdurer tant qu'il n'est pas dénoncé, hein, donc à l'égard des salariés en cas de transfert, voire même de tous les salariés qui ont été absorbés. Mais ça va faire une discrimination, en fait, entre salariés d'une même catégorie socio-professionnelle. C'est un petit peu délicat à gérer en matière de droit social, donc soit à ce moment-là, il faut tout dénoncer, mais dans ces cas-là, c'est très compliqué de dénoncer quelque chose qui a été acquis socialement, soit à ce moment-là, l'idéal, c'est de l'étendre, tout en sachant que de toute façon, en frais de santé, si vous vous retrouvez face à une telle situation, il faudra étendre avant la fin de l'année dans le cadre du décret sur le panier de soins pour tous. Alors donc concrètement, il faut dénoncer l'ADU. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors la décision unilatérale, c'est un usage jurisprudentiel en fait, c'est la jurisprudence qui a fixé les règles en fait pour dénoncer ou modifier une décision unilatérale. Ça se modifie, ça se dénonce exactement de la même façon, puisque en fait on ne peut pas modifier en théorie une décision unilatérale, il faut automatiquement la dénoncer et la remettre en place. D'accord? Et elle se fait tout simplement en fait en opérant donc une consultation, une information consultation des représentants du personnel, une information individuelle des salariés et suivi d'un délai de prévenance raisonnable. Alors ce délai raisonnable, on ne peut pas vous dire exactement de combien il est. L'idéal, c'est de respecter un délai en général qui est de 3 mois. Après, bien entendu, ce délai, en fait, il doit être proportionnel à la modification. Plus vous opérez une modification importante, plus le délai de prévenance que vous devez respecter, il doit être important. Si la modification qu'on opère, elle est toute petite, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'opérer un délai de prévenance très très long. Alors, quid de la survie de l'accord collectif? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, donc juste avant de passer à l'accord collectif, on est passé un peu vite là, sur la DUE, si on peut revenir dessus. Voilà. Ouais. Donc on a dit, si le régime est en place par DUE ou référendum, il n'y a pas de dénonciation automatique, il faut la faire soi-même. Comment faire cette dénonciation? Alors, comme la différence, information des actions du représentatif du personnel, information individuelle des salariés. Et l'information individuelle des salariés, c'est l'information des salariés concernés. Donc ce sont ceux qui sont transférés. Tout à fait. Et le respect d'un délai de prévenance suffisant que la jurisprudence a fixé à peu près arbitrairement à 3 mois, donc on vous conseillera 3 mois. Florence a dit effectivement très justement que ce délai il tiendra compte de la complexité des modifications qu'on va apporter. Il peut tenir compte aussi de la taille de l'entreprise. Si vous avez une très grosse entreprise, je vous déconseillerais vraiment d'aller en dessous des 3 mois. Parce qu'on va considérer que vu le nombre de personnes qui sont impactées, il est nécessaire, en plus on fonctionne par DU, il n'y a pas donc pas de négociation, il est nécessaire de laisser le temps aux salariés, d'en discuter avec l'employeur, etc. Donc il faut un délai minimum de 3 mois. Maintenant, si vous êtes dans une TPE, peut-être que ce délai peut être réduit. Effectivement, et tout en sachant que l'URSSAF a précisé en fait pour elle les règles applicables en matière de DUE étaient également applicables en matière de référendum. Alors d'où elle sort ça, on ne le sait pas. C'est fixé dans la circulaire du 25 septembre 2013. Est-ce que c'est satisfaisant d'un point de vue de droit du travail? Je n'en suis pas sûre, mais toutefois, à défaut d'autres règles, on appliquera au moins ça. Ça permet au moins d'être sécurisé aux yeux des URSSAF. Donc alors, après, votre question, c'était, et maintenant, si le régime avait été mis en place par accord collectif, en pratique, comment ça se passe? Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'article 1224-1. L'article 1224-1, c'est l'article qui indique qu'en cas de changement dans la structure de l'entreprise, de restructuration, on transfère les droits vers l'entreprise absorbante. Mais l'article qui vous dit que le code du travail, que l'accord collectif doit être renégocié pendant 3 mois et survit ensuite pendant 12, c'est l'article L 2261-14 du code du travail, c'est celui-là qui le précise. Je voudrais juste revenir parce que je vois la question qui est posée, parce que nos auditeurs nous posent des questions en direct. On me demande si l'article 1924-1 c'est bien l'ancien article L122-12, et la réponse est oui. Oui, c'est bien celui-là, et il a juste changé de numérotation. En 2008. Voilà. Donc, pour revenir à 2261-14, c'est bien celui qui vous dit que la convention ou l'accord collectif sont remis en cause automatiquement lors du transfert d'entreprise, et qu'un préavis va se déclencher, un préavis de 3 mois, comme l'a dit Florence tout à l'heure, incompressible, et qu'ensuite, à l'issue de la période de préavis, débute une période dite de survie de l'accord, qui peut, cette fois-ci, durer jusqu'à 1 an. Et les salariés continuent de bénéficier pendant ce délai des dispositions de l'accord. D'accord? Alors on a ce délai en fait pour renégocier
et pour mettre en place quelque chose de nouveau. À l'issue du délai de survie, là se pose la problématique qu'on a vue tout à l'heure. Si la négociation a échoué ou si elle n'est pas encore terminée, on va se retrouver dans la situation très désagréable de devoir gérer cette notion jurisprudentielle de maintien des avantages individuels acquis. Très bien. Alors, le troisième scénario, c'est le scénario inverse. Oui. Le nouvel employeur a un régime, l'ancien employeur n'en avait pas. Alors, Comment ça fonctionne? on a vu tout à l'heure, premier scénario, personne n'a rien, pas de sujet. Deuxième scénario, entreprise absorbante n'a rien, pour l'instant elle vivait tranquillement. Elle absorbe une entreprise qui a quelque chose, et là on a vu ce qui pouvait se passer. Maintenant on a le cas autre qui est l'entreprise absorbée n'a rien, et c'est l'entreprise absorbante qui a quelque chose. Alors, là qu'est-ce qui se passe? La règle veut que le régime s'applique automatiquement à l'ensemble des salariés transférés, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient traités moins bien. Donc ils rentrent dans une structure qui a une couverture, ils peuvent bénéficier de cette couverture. Alors aucun sujet, rappelons-nous, petit retour en arrière, qu'a-t-on dit tout à l'heure et qu'a-t-on répété? Que se passe-t-il en cas de fusion-absorption? Quels sont les premiers réflexes que je dois avoir? Ma première question, qu'est-ce que j'ai comme régime? Qu'est-ce qu'il y a comme régime dans l'entreprise absorbée? Donc là, on vient d'y répondre. Et ma deuxième question, immédiatement, comment j'ai mis en place ces régimes? Donc la deuxième question que je vais me poser maintenant, c'est, dans l'entreprise, cette fois-ci absorbante, comment a été mis en place le régime? S'il a été mis en place par accord, pas de sujet. Il s'applique automatiquement. Voilà. S'il a été mis en place par DUE, là, on a un premier problème. Alors c'est un problème assez théorique, mais il faut quand même le traiter, il faut quand même dire les choses en droit. Après, on dira comment on fait les choses en pratique. Alors, concernant les DUE, le régime, normalement, ne devrait pas être absolument opposable aux salariés transférés. Il pourrait choisir d'en bénéficier ou de ne pas en bénéficier. À quel titre, me diriez-vous? Eh bien, au titre de l'article 11 de la loi Evin, qui vous dit que lorsqu'un régime est mis en place par décision unilatérale, comme son nom l'indique, c'est donc une décision unilatérale de l'employeur, on n'a pas demandé son avis aux salariés, les salariés qui sont présents dans l'entreprise ont la faculté de renoncer au bénéfice de ce régime. Alors pourquoi? Normalement c'est avantageux, mais pour des tas de raisons, hein, ils peuvent pas. Et voilà, ils ont la faculté de s'opposer en fait à cotiser au régime, puisqu'en fait la cotisation c'est un prélèvement sur leur salaire à eux, donc leur part de cotisation, ils ont donc la faculté en fait de s'opposer à un précompte sur leur propre salaire. Ils ont le choix soit de ne pas s'y opposer, soit de s'y opposer, tout en sachant que lorsqu'on accepte, c'est une décision qui est définitive. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après tout, là on n'est pas dans ce cas, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place un régime, on parle d'une entreprise qui est absorbée. Dans une entreprise absorbante, elle, qui a déjà un régime, a priori, la problématique article 11 de la loi Evin ne devrait pas se poser, puisque l'article 11 de la loi Evin ne s'applique qu'au moment de la mise en place, et uniquement au moment de la mise en place du régime. Eh bien, elle se pose quand même, parce qu'il a été décidé par jurisprudence que les salariés absorbés devaient se trouver dans la situation d'anciens salariés. C'est-à-dire qu'ils auraient la possibilité de refuser. En fait, comme ils n'ont jamais été en mesure, lors de la mise en place au niveau de la société qui les a absorbés, ils n'étaient pas là au moment de la création du régime, et on ne les considère pas comme des nouveaux embauchés, puisque leur ancienneté, elle est transférée avec eux, ce ne sont pas des nouveaux embauchés, et donc la jurisprudence a considéré qu'ils devaient quand même avoir la faculté d'accepter ou de renoncer selon leur date d'embauche. Alors, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Alors, du coup, une question que je me pose, c'est moi, DRH, quel est le formalisme que je dois suivre vis-à-vis de ces nouveaux salariés, que je sois en accord collectif, ou alors en DUE? Est-ce qu'il y a des choses particulières que je dois prévoir? Alors, juste revenir avant, parce que je voulais chez nous Bertrand, sur un petit point. Là, on vient de dire, quand les salariés sont absorbés par DU, ils peuvent refuser au titre de l'article 11 de la loi Evin. Mais je voudrais rajouter deux bémols à cette affirmation. Premièrement, c'est que ça, c'est issu d'une jurisprudence qui date de 1996, unique. Et deuxièmement, on pourrait quand même se retrouver avec certaines URSSAF qui seraient un peu restrictives et qui pourraient considérer que non, après tout, c'est une vieille jurisprudence et on aurait dû leur découvrir tout le monde, et que le fait d'avoir permis à certains de ne pas rentrer, ça fait perdre le caractère obligatoire au régime. Bon, c'est très tendu. Hein. Voilà, donc là c'est plus... Ça, ce que je voudrais dire, c'est que si je viens de vous dire qu'en cas de DU, on pourrait imaginer que les salariés refusent, en pratique,
on leur propose pas trop en fait. En pratique, c'est beaucoup plus simple pour une entreprise à ce moment-là, qui a déjà son régime qui tourne, de prendre tout le monde et de mettre tout le monde sur le régime, comme ça tourne, et c'est globalement ce qui se passe dans le 99% Voilà, des sauf cas. on fera éventuellement, ou on creusera peut-être un peu plus la question, si on a un salarié qui est très bien renseigné, ou qui connaît très bien ses droits, ou qui connaît très bien la protection sociale, ou que la question se pose parce qu'on veut dispenser quelqu'un de rentrer au régime. Voilà, on peut se retrouver dans des cas de figure, mais on va dire dans un souci de simplicité de pratique, il est beaucoup plus simple, on va dire, d'intégrer tout le monde et d'examiner la problématique loi E20 au cas par cas en cas de demande, dans un souci de simplicité, parce que sinon vous allez très rapidement en fait commencer à couper les cheveux en quatre, examiner qui a été embauché quand, etc. Et c'est très difficile. En fait, c'est une notion. Alors lui, il va pouvoir, mais l'autre non, et c'est très difficile à expliquer aux salariés. Donc, dans je ce reviens cas-là, à ma question, oui, quand même, mon formalisme, Oui. qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de ces salariés? Alors au niveau du formalisme, il n'y a rien à faire en fait en tant que tel. La DU, elle n'a pas à être modifiée, mais à l'égard des salariés concernés. Donc on faut les informer effectivement que ils vont dorénavant bénéficier donc du régime qui est en place dans l'entité au sein duquel ils viennent d'être transférés. Et le cas échéant, on va attendre avec éventuellement si certains, on va dire, sont bien renseignés et souhaitent ne pas adhérer au titre de l'article 11 de la loi E20 au cas par cas, voire l'entreprise, si elle le souhaite, peut leur proposer également. Mais après, dans ce cas-là, il faut bien être informé et bien être au courant, d'être en mesure d'expliquer à chacun quelle est la règle qui leur applique. Parce qu'effectivement, si un seul des salariés transférés n'est pas dans le régime alors qu'il devrait l'être, c'est très problématique en cas de contrôle URSSAF. Et bien entendu, tous les refus article 11 loi E20, ils doivent être confirmés par écrit. Alors, le quatrième scénario, qui pourrait être le plus simple, c'est-à-dire qu'il y avait un régime avant, il y en a maintenant dans la société absorbante, est-ce que c'est si simple que ça? Non, c'est le plus compliqué en fait, mais c'est aussi le plus courant. Non, puisque c'est assez répandu notamment en ce moment d'avoir des régimes de protection sociale, donc on se retrouve souvent dans la situation où l'entreprise A comme l'entreprise B ont un régime. Et donc là, une espèce de concurrence de régime, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai un régime, je fais venir des salariés, j'ai absorbé une activité d'une autre entreprise, ils ont aussi un régime. Eh bien là, on va mixer les deux réponses, les deux scénarios. Donc on va commencer par faire ce qu'il faut toujours faire, c'est-à-dire se poser les deux questions, qui a quoi. Donc j'ai un régime des deux côtés, première question. Deuxième question, comment ils ont été mis en place. Et c'est cette réponse, c'est la réponse à la question 2 qui vous dira ce qui va se passer. Si dans l'entreprise absorbante, vous avez un accord, tous les salariés, quelle que soit la forme de mise en place qu'ils avaient de l'entreprise absorbée, peuvent bénéficier de cet accord. Ils peuvent immédiatement, vous pouvez même de facto les mettre dedans sans trop leur demander leur avis. Mais il faut savoir qu'ils sont en droit de continuer à bénéficier des anciens avantages qu'ils avaient dans l'autre entreprise, selon, et là ça va dépendre de la mise en place. Si c'était un accord, eh bien pendant 3 plus 12 mois, chaque salarié de l'entreprise absorbée aura le droit de dire « moi je veux garder ce que j'avais avant » ou « moi je veux bénéficier du régime de l'entreprise absorbante ». Et donc, alors en pratique, on essaie d'éviter cette situation, on bascule tout le monde dans le nouveau régime et globalement ça se passe bien, surtout si le régime de l'entreprise A est identique, voire meilleur que le régime de l'entreprise B. Maintenant, si on est dans une situation où il y a vraiment une énorme différence de qualité entre le régime de l'entreprise A à sa défaveur et le régime de l'entreprise B, on va certainement avoir des salariés qui vont revendiquer le bénéfice de leur ancien régime, eh bien ils ont le droit. Et là, l'employeur va devoir gérer donc deux populations. Il a le droit aussi, on l'a dit tout à l'heure, la circulaire le permet, en groupe fermé. Il y aura un groupe fermé qui bénéficiera des anciens droits, et pendant une période de temps qui pourra durer jusqu'à 15 mois. Et au bout de 15 mois, ils basculeront, ils n'auront plus le choix, ils basculeront dans le nouveau régime. Ou avant, si avec les partenaires sociaux, ils se sont mis d'accord, par exemple, pour faire un accord de substitution qui pourrait aboutir soit à ce que tout le monde bascule d'office dès la signature du régime absorbé vers le régime qui existe déjà dans l'entreprise, voire même de remonter légèrement le régime de l'un pour que le décalage ne soit pas trop différent. Par exemple, il y a plein de scénarios envisageables après. Et si l'entreprise absorbée avait son régime par DU, puisqu'on a vu à l'instant qu'elle avait également son régime par accord, et si elle l'avait par DU, à ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'énonciation de cette DU, il n'y a pas ce temps de 15 mois qui va commencer à s'écouler, mais il y aura maintien ad vitam de cette dualité de droit tant qu'on n'a pas effectivement dénoncé la DU. Et donc la charge de l'entreprise absorbante de dénoncer la décision unilatérale en suivant la procédure qu'on avait vue tout à l'heure. Alors attention, juste aussi ne pas oublier, c'est que lorsque vous avez ce cas de figure-là, les salariés qui n'avaient pas adhéré
lors de la mise en place par décision unilatérale dans la société qui a été absorbée, si dans la société absorbante il y a un accord collectif, tous les refus d'adhérer au titre de l'article 11 de la loi E20 vont bien évidemment, ils vont sauter. Ils vont être obligés d'adhérer. On est dans un accord collectif et qui est donc là, il n'y a pas de demande d'autorisation puisque c'est signé par les partenaires sociaux et donc il n'y a pas de demande d'autorisation de cotiser pour les salariés à les deux droits. Et alors là, on a vu le cas où l'entreprise absorbante qui avait un accord, on a vu deux cas, selon que l'entreprise absorbée ait un accord ou une DU. Et maintenant, l'autre cas, l'autre scénario possible, c'est l'entreprise absorbante a une DU. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'entreprise absorbée qui, elle, peut avoir ou un accord ou aussi une DU? Alors, l'entreprise absorbante a une DU et en face, j'absorbe une activité avec des salariés qui avaient un régime mis en place par accord. Et bien là, l'accord est automatiquement dénoncé, comme d'habitude, il va survivre pendant 15 mois. Problème, en face, je n'ai qu'une DU. Or, normalement, je dois proposer un accord de substitution, c'est la règle du droit du travail. Donc, techniquement, théoriquement, je devrais commencer, au moment de l'absorption, à réfléchir, au-delà de ma période de réflexion de 3 mois, à mettre en place un accord de substitution. Et si je ne le fais pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tomber dans la DU, c'est pas grave, il y a une DU, donc en cas de contrôle URSSAF, moi je suis protégé, mais par contre, on n'est pas à l'abri du maintien des avantages individuels acquis, puisqu'en face, j'avais quand même un accord. Donc, théoriquement, quand moi je n'ai qu'une DU et que j'absorbe une société ou une activité qui avait un accord, je devrais quand même me poser la question de faire un accord de substitution. Si en face j'avais une DU, en revanche, DU cette fois-ci, DU dans l'entreprise absorbante, DU dans l'entreprise absorbée, et bien là, même règle que d'habitude, pas de dénonciation de la DU absorbée, elle n'est pas dénoncée, elle se poursuit, donc je peux avoir ad vitam aeternam une dualité de régime, mais il suffit que je fasse l'acte de dénonciation en suivant la procédure qu'on a vue, et à ce moment-là, ça tombe, et là, je n'ai pas besoin de négocier quoi que ce soit, parce que ce n'est pas un accord, ce n'est qu'une DU. Quand la DU tombe, il ne restera plus que la DU de l'entreprise absorbante, plus de dualité. Donc, en synthèse, concrètement, on est dans ces différents scénarios. Les deux questions à se poser. Qu'est-ce qu'il y avait? Exactement. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Et deuxième question, comment ça a été mis en place? Voilà. Quel est le type d'acte qui a permis la mise en place? Et à partir de là, on a les réponses assez rapides. Donc, il faut bien faire attention. Comment ça a été mis en place, c'est vraiment déterminant sur la solution qu'on va apporter. Au final, quelle procédure adopter, puisque comme on voit, il y en a une qui est sur 15 mois, l'autre qui a dénoncé, alors que l'autre qui ne fait rien et ça se dénonce tout seul. Il faut vraiment savoir où on va. Alors, du coup, on a parlé vraiment là, de la partie vraiment juridique et des accords qui sous-tendent en fait la protection sociale de l'entreprise. Mais quid du sort du contrat de prévoyance? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le contrat de prévoyance, eh bien, il vit sa propre vie. On l'a dit tout à l'heure en introduction, dans le cadre qui nous intéresse, qui est la protection sociale complémentaire, j'espère des problématiques assurantielles, mais aussi des problématiques d'engagement sociaux. Et là, depuis tout à l'heure, on ne parle que de l'engagement social qui est acté, soit par un accord, soit par une DU. Je suis en train donc d'harmoniser ces accords, ces DU. Pour autant, le contrat, lui, il continue d'exister. Et au moment du transfert, le contrat est automatiquement transféré dans le nouvel employeur. Donc il va se poursuivre le contrat. Donc si je ne sais pas parce que, admettons, je suis dans une situation idéale où entreprise absorbante a un accord, entreprise absorbée avait une DU, et en plus une DU de mauvaise qualité, enfin guillemets, de moins bonne qualité que l'accord, avec une protection bien moins intéressante, tout le monde bascule dans l'accord, on est tranquille pour autant. Le contrat il n'a pas été dénoncé, donc il se poursuit. Alors s'il est vide, bon, c'est pas très grave, mais l'impact financier sera nul. Mais pour autant, l'accord continue d'exister. Il ne faut pas oublier, pardon, le contrat continue d'exister. Il ne faut pas oublier que le contrat vit sa propre vie. Exactement, et il suit, en fait là on parle du volet droit du travail à l'égard des salariés, mais en cas de fusion, tous les actifs de la société, ou tous les actifs qui sont relatifs au transfert, en fait vont être transférés avec les salariés. Donc les contrats, voilà, éventuellement les contrats d'assurance aussi, c'est qu'en cas de transfert d'activité, il faut se demander est-ce que dans ce moment-là on ne veut pas, si on maintient le régime, éventuellement est-ce qu'il ne faut pas nous également solliciter par exemple un avenant au contrat d'assurance existant pour maintenir le régime pendant une période, etc., le temps de négocier. Enfin, il y a plein de cas de figure envisageables. Donc concrètement, il faut vraiment veiller à ce qu'il existe une symétrie parfaite. Tout à fait, il faut bien... l'acte ou les actes. Exactement. Et tout à fait. le ou les voilà. contrats. Tout en sachant qu'un contrat d'assurance, ça c'est réglementé donc par le code des assurances, il se résilie de façon annuelle en respectant une procédure, donc on peut tout à fait se retrouver avec un transfert et finalement un contrat qui a suivi, on va dire dans un certain sens, les salariés, dont le régime, par exemple, ce contrat-là assurait des salariés, et ces salariés ont basculé dans le nouveau régime de la société absorbante. Le contrat est donc vide.
il n'y a plus aucun salarié dedans, certes, mais il existe quand même et il faudra quand même penser à le résilier à la fin de l'année. Alors, une autre question qu'on voit dans cette partie focus, c'est quid des contrats de la société absorbée en cas de fusion-absorption. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ces contrats? Là, je crois qu'il y a une jurisprudence. Alors, en fait, c'est le point qu'on vient de traiter à l'instant, mais on a oublié de préciser que c'était issu d'un arrêt qui date du 1er juillet 2003 et qui aborde donc deux précisions essentielles. C'est que le contrat souscrit est transmis, c'est ce que vient de dire Florence, automatiquement en cas de fusion, et que il ne peut être résilié que si on suit la procédure habituelle. Donc ne pas oublier d'envoyer sa lettre recommandée 2 mois avant la fin de l'année, 31 octobre, dernier délai, comme d'habitude. Et ne pas oublier également, parce que c'est important, et c'est l'article L141.4 du Code des assurances qui nous y oblige, de remettre la notice d'information aux salariés transférés. Si ces salariés transférés bénéficient des nouveaux droits, ou pour qu'ils puissent choisir, puisqu'on l'a dit, quand on se trouve dans la situation du scénario 4, quand il y a des régimes mis en place dans chacune des entités, le salarié peut choisir le régime qui lui convient le mieux. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour choisir, donc il faut ne pas oublier de lui remettre la notice d'information. Ça, c'est une obligation qui pèse toujours sur l'employeur, de remettre les notices d'information. Une fois que l'assureur lui a remis. Une fois que l'assureur l'a rédigé. N'oublions jamais, article L141.4 du Code des assurances fait peser une double obligation, celle de l'assureur de rédiger une notice d'information, celle de l'employeur de remettre cette notice d'information, oui, contre signature. En tout cas, une preuve qu'on a remis cette notice. Exactement. Alors tout ça est bien complexe, mais vous nous avez fait un petit tableau, Voilà. reprenant justement tous les cas. C'est la synthèse en fait de tous ces sujets, avec les doubles questions en fait. C'est est-ce qu'il y avait quelque chose et comment ça a été mis en place. Voilà, donc vous avez tous les cas qui sont traités, à chaque fois, ancien, nouvel employeur, j'ai quelque chose, j'ai rien, j'ai quelque chose mis en place par accord, j'ai quelque chose mis en place par DU, et puis vous avez les conséquences en face de ce que vous devez faire. Exactement. Attention pour mémoire, quand même, je le rappelle à nouveau, en matière de référendum, ici, les règles qu'on voit ne sont valables qu'en matière de protection sociale complémentaire, puisque c'est l'URSSAF elle-même, dans une lettre circulaire, qui confirme que le référendum, pour elle, se dénonce de la même façon qu'une DIE. Toutefois, si vous avez un référendum dans un autre cas de figure, il ne se dénoncera pas nécessairement par des DIE, puisqu'il n'est pas à la même hauteur, on va dire, dans la pyramide des normes. Si vous avez l'accord collectif tout en haut, en dessous le référendum, et encore en dessous la décision unilatérale. Donc ça n'est pas équivalent. Certes, l'URSSAF, elle vous dit que ça se dénonce de la même façon, mais pour autant, l'URSSAF, elle n'est pas spécialiste en droit du travail. Donc, à nouveau, ce sont des règles qui sont applicables qu'en protection sociale complémentaire et qui peuvent ne pas être vraiment très satisfaisantes en matière de droit du travail. Très bien. On va passer maintenant à la séance de questions-réponses. On a quelques questions qui sont arrivées. La première, c'est en synthèse, si j'avais des idées clés à me rappeler. Peut-être d'abord penser tout simplement au contrat de protection sociale quand on est dans la phase de fusion-acquisition, parce que c'est souvent le dernier sujet auquel on pense. Tout à fait. Et une fois qu'on se dit, il y a ce sujet-là à traiter. Alors, il faut effectivement ne pas l'oublier, c'est un sujet important, notamment en frais de santé, parce que c'est quelque chose dont les salariés utilisent tous les jours et qu'il ne faut pas oublier. L'essentiel, c'est quand même d'y penser peut-être avant l'opération de fusion, pour savoir dans ces cas dans quel délai on est imparti et qu'est-ce qu'on doit faire. Si ça se fait après, dans ces cas-là, il faut quand même y réfléchir et ne pas, par exemple, se retrouver face à une telle situation, notamment si on est en accord collectif et que le délai pour négocier son accord de substitution est écoulé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout entendu qu'on a maintenu plus ou moins un régime, mais enfin, il y a une situation de flottement. Maintenant, il faut absolument éviter ça. Il faut s'en soucier soit au moment de la fusion, légèrement avant, mais en tout cas, s'il y a eu fusion, il ne faut pas tarder. Alors par exemple, si le cas classique, c'est si on a le régime de l'entreprise absorbée avait été mis en place par DU et qu'on absorbe entièrement l'entreprise. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va se retrouver au moment du transfert avec coexistence de deux régimes et ça peut durer aussi longtemps qu'on ne dénonce pas la DU. Une bonne approche pour éviter cette dualité, ce serait de réfléchir à la dénonciation de la DU avant la fusion. Et idéalement même 3 mois avant la fusion, pour qu'elle meure le jour même de la veille de la fusion, le jour même de la fusion, et qu'ainsi, quand on arrive dans l'entreprise A, il y ait automatiquement un transfert de protection vers le régime de l'entreprise absorbante,
et qu'on n'ait pas de dualité, parce qu'on a anticipé la dénonciation de la DU 3 mois avant la fusion. Exactement. Sinon, au jour de la fusion, eh bien, il faut lancer la dénonciation de la BU, attendre 3 mois, et donc pendant 3 mois, devoir gérer 2 contrats, etc. Donc ça, le bon conseil, c'est D'y penser légèrement avant. warning, fusion, absorption. 3 mois avant, se dire potentiellement s'il y avait une DUE, S'il y avait une DUE, c'est au moins de réfléchir. c'est peut-être commencer à regarder si on la dénonce tout de suite. Voilà, c'est d'y réfléchir, comme ça, lors de la fusion, les salariés vont basculer automatiquement et ça va se faire de façon très facile. Voire, même en accord collectif, il faut également y penser parce qu'on peut aussi se retrouver face au j'ai besoin de réorganiser mes élections professionnelles, les mandats de mes délégués syndicaux ont disparu du fait de cette opération de fusion, mais il faut que je relance des opérations d'élection, ça prend un certain temps, et en attendant, mon délai de 12 mois, de 3 plus 12 court, donc faut pas non plus se laisser rouler en disant qu'on aura le temps, il vaut mieux s'anticiper. La deuxième chose, c'est peut-être aussi de comparer les différents contrats assurantiels entre l'entreprise qui a été absorbée et l'entreprise absorbante pour voir les différentiels de garantie, de cotisation, et c'est là où... si on se rend compte que l'entreprise absorbante a un régime bien meilleur, et ben on peut le communiquer le plus rapidement possible aux salariés pour qu'il n'y ait pas de débat et que tout le monde tombe dans tout le monde choisisse en fait le régime de l'entreprise absorbante, et comme ça on n'a pas à gérer... Si à l'inverse, le régime de la société absorbante est moins favorable, est-ce qu'on peut réfléchir dans ces cas-là à essayer de l'augmenter légèrement pour que finalement les salariés de la société absorbante aient quelque chose d'un petit peu mieux et les salariés de la société absorbée et certes légèrement moins, où on retrouve, on va dire, une certaine qualité de garantie. Une espèce d'harmonisation en fait. Exactement. Et ça peut-être facilite un petit peu l'intégration, que tout le monde ait la même chose également, parce que si vous faites une opération de fusion et que persistent toujours des différences de traitement entre salariés, vous aurez toujours ce schisme entre salariés qui ont été absorbés et ceux qui existent déjà. Et du coup, c'est très clair. Je me retourne vers Lise Rousseau. Nous n'avons pas de questions. En fait. Donc, peut-être un cas. Alors, on a peut-être 2 sujets, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps. C'est le cas d'une fusion-absorption dans le cadre d'un groupe. Si vous avez un groupe qui est composé de, on va dire, le groupe X, qui est composé des sociétés ABCD, et qu'on absorbe une nouvelle entreprise, l'entreprise E. Là, on va se poser les mêmes questions que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise E? Et quand on se pose la question comment j'ai mis en place, il va falloir regarder comment j'ai mis en place au sein du groupe. Parce que si j'ai au sein du groupe X des mises en place propres à chaque filiale A, B, C, D, chacun a son propre accord ou son propre DU et son propre contrat, quand j'absorbe l'entreprise E, l'entreprise E, elle a sa propre vie, mais admettons qu'elle n'ait pas de régime, elle va arriver dans un groupe où il n'y a pas de régime mis en place au niveau du groupe. Les régimes sont mis en place au niveau de chaque structure. Donc là, il n'y a pas de concurrence. Mais si on aurait eu le cas où le régime ait été mis en place au niveau du siège pour l'ensemble des sociétés qui composent le groupe, là, l'entreprise E, quand elle rentre, elle fait partie du groupe désormais, elle pourrait se retrouver donc dans ce cas-là avec un régime existant qui peut s'opposer à elle. Alors, je vous pose une question qui me vient comme ça, il y a une vraie actualité sur les contrats responsables et on parle beaucoup du super privilège. Exactement, alors il faut bien faire attention. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en train d'acquérir ou d'absorber ou de me faire absorber? Il faut vérifier. Ça va bouger quelque chose? Ça peut tout à fait, tout dépend dans le cas de figure dans lequel on va se retrouver finalement. Est-ce que en fait l'opération de fusion va m'amener à modifier mon acte juridique à un moment quelconque? Donc oui là, ou non? tu parles de mon acte juridique, moi, société absorbante. Voilà, tout à fait. Ou voire, après, tout dépend aussi dans le cas de figure dans lequel je vais me trouver. Si par exemple j'intègre un groupe, je n'ai rien, et j'intègre un groupe qui a un acte juridique par entité, et que le groupe me dit oui, mais dans le groupe, il est accepté que tout le monde ait quelque chose. Vous négociez chacun quelque chose, mais je vous demande quand même d'avoir quelque chose. Ou on vous demande de lisser à peu près vos régimes de protection sociale. Dans ce cas-là, on peut être amené à modifier son régime pour une raison X ou Y. Donc dès lors qu'on touche à son régime, que ce soit la société absorbante ou une société qui intègre un groupe, à ce moment-là, oui, et dès lors qu'il y a une modification de son acte juridique, il va y avoir une mise en conformité au contrat responsable si on touche les frais de santé. Prenons le cas d'un groupe, par exemple, qui permet à chacune de ces entreprises d'avoir son propre contrat et qui demande à chacune des entreprises d'avoir un contrat, mais chacun a le sien.
vous intégrez une entreprise qui n'a rien. Donc on lui demande de mettre quelque chose. Et c'est aujourd'hui, hein, le 14 avril. Eh bien, elle créerait un contrat aujourd'hui. Eh bien, ce contrat devrait être responsable. Immédiatement. C'est le 1er avril, c'est un nouveau contrat. Alors que les autres du groupe pourraient continuer jusqu'au 1er janvier 2016 à avoir un contrat responsable ancienne mouture, pas nouvelle mouture. La difficulté, en fait, elle vient particulièrement du cas de figure où j'ai un contrat frais de santé au niveau qui a été mis en place et souscrit par le groupe et qui chapeaute toutes les sociétés. J'intègre une nouvelle structure qui n'a rien, qui avait quelque chose de différent. Par exemple, qui n'a rien. Là se pose la question, effectivement, est-ce que j'intègre ma société dans mon groupe? Est-ce que c'est une création de régime, oui ou non? Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Là, il faut voir au cas par cas, en fait. On va considérer que le contrat existe et qu'elle adhère à un contrat qui existe déjà, elle n'a pas besoin d'être responsable. On pourrait imaginer ça, mais après, c'est des débats. C'est des débats, il faut voir un peu au cas par cas. C'est des questions qui sont un petit peu compliquées. Et c'est vrai que c'est pas toujours envisagé par la circulaire sur le contrat responsable sur ces questions de mise en conformité. Très bien, bah, écoutez, je crois que sur ce point d'actualité assez récent, on vient de terminer avec les différentes questions qu'il y avait. Ça veut dire que vous avez été particulièrement clairs. Merci à tous les deux. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez télécharger le support de cette présentation directement en sortant de la webconférence. L'écran qui va apparaître va vous permettre de télécharger le document. N'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, à contacter vos chargés de clientèle habituels qui sont aussi à votre disposition pour évoquer tous ces sujets. C'est vrai que malgré la clarté du propos, parfois c'est intéressant aussi d'avoir des échanges avec vos chargés de clientèle sur ces sujets. Ils maîtrisent parfaitement ces thématiques. Pascal et Florence sont également là dans les sujets un peu plus complexes pour vous aider, n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie de votre attention. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour un autre webinaire, actualité juridique. Et a priori, Pascal, Florence, le sujet qu'on a identifié serait la portabilité. C'est un sujet d'actualité qui va arriver très prochainement pour la prévoyance. Un petit piqûre de rappel. Oui, parce qu'on a eu la portabilité des frais de santé l'année dernière, en juin 2014. Et pour pas qu'on s'ennuie, puisque cette année on avait juste les contrats responsables, on s'est dit hop, en juin 2015, on aura droit donc à la portabilité de la prévoyance. Voilà, comme ça c'est une matière. Ce sera le thème en fait qu'on traitera la prochaine fois ensemble un petit rappel, et qui permettra à chacun de se remettre un peu en tête tout ce qu'on a pu se dire déjà l'année dernière, mais qui devient maintenant d'actualité, qui au final va peut-être nous simplifier aussi la vie aux uns et aux autres. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à chacun un bon après-midi. Merci à tous les deux de votre présence. Merci à Alice qui a assuré le support technique de cette webconférence. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.